Alors bonjour à tous, bienvenue une fois de plus dans nos discussions Vue d'Afrique. Alors cette fois-ci, on est en plein milieu du festival, j'espère que vous en profitez bien, que vous avez l'occasion de voir différents films sur la plateforme tv5uni.ca et sur le site internet vuedafrique.org. Alors aujourd'hui, on est là pour un échange autour d'un film qui s'appelle SEMA, donc qui est dans la programmation du Festival Vue d'Afrique. Alors euh, pour commencer, je vais vous partager la bande-annonce du Festival Vue d'Afrique et ensuite je vais recevoir mes invités. À tout de suite. Le Festival Vue d'Afrique s'invite chez vous. Du 9 au 18 avril, rendez-vous sur le site de TV5 pour découvrir une centaine de films. Le meilleur du cinéma africain et créole à voir gratuitement sur toutes les plateformes de TV5. Parfait. Alors, la première personne que je reçois, donc en tout honneur, donc Gérard Lechêne, donc, qui est président, qui est le fondateur du Festival Vue d'Afrique. Gérard, vous êtes documentariste également, donc vous êtes un homme de cinéma et vous nous gratifiez depuis 37 années maintenant et 2 éditions numériques ce festival qui est le premier du genre en Amérique du Nord. Donc, bonjour Gérard. Merci, bonjour. Parfait, parfait. Alors, on reçoit également nul autre que la marraine de la 37e édition du Festival international de cinéma Vue d'Afrique, donc Maud Salomé qui est là. Enchantée, Maud. Bonjour à tous. Merci Dédi. Bonjour Gérard. C'est un grand plaisir. Maud, vous êtes chargée de communication pour le docteur Mukwege à la fondation Dr Mukwege. Vous êtes aussi réalisatrice de documentaires et vous êtes auteur du livre Kesho, donc 13 histoires et comptines africaines pour les enfants, mais pour les petits, même pour les grands, j'en suis certain. De toi actuellement, Maud? Je suis à Kinshasa, chez moi, en République démocratique du Congo. Excellent, excellent. Maintenant, on reçoit, donc c'est Tatiana Mukanire. Donc Tatiana, comment allez-vous? Je vais bien, bonjour. Excellent, excellent. Donc Tatiana, vous êtes la coordonnatrice nationale du mouvement national pour les survivantes de violences sexuelles. Alors j'espère que je l'ai bien prononcé, mais on aura l'occasion de le répéter. Et donc, voilà, vous avez contribué justement à la production de ce film. Donc vous allez nous expliquer tout ça. Et oui, on a avec nous ma chérie Ekwa, donc qui est la réalisatrice du film SEMA dont nous avons parlé aujourd'hui. Donc très rapidement, ma chérie, comment allez-vous? Alors, peut-être des petits soucis de connexion. Ma chérie, en 2017, donc, vous collaborez avec Alain Gomis pour le film Félicité à Kinshasa. Et votre premier film, Makila, donc, a remporté un prix aux écrans noirs. Donc, bienvenue à tout le monde. Alors, je vais vous passer la bande-annonce du film SEMA et on va tout de suite entrer dans le sujet. À tout de suite. Que la justice soit faite. Le peuple congolais est humilié, maltraité, massacré depuis plus de 2 décennies, au vu et au su de la communauté internationale. Ces groupes rebelles qui ont fait du viol avec extrême violence une tradition chez nous, monsieur, depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir d'où ils viennent et qui les finance? Alors, c'est une bande-annonce poignante, vraiment magnifique, magnifique. Alors, Maud et Tatiana, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la genèse du film? Parce qu'apparemment, c'est une démarche assez particulière dans le monde du cinéma. Donc c'est le film qui est donc réalisé par Tatiana en collaboration avec le mouvement national et vous, Maud. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, ma chérie, comment toute la mécanique autour du film, c'est quoi la genèse de ce film? Tati? Oui. En fait, ce film, ça a vraiment une longue histoire parce qu'au tout début,
On a voulu faire un film documentaire pour parler de tout ce qui s'est passé en République démocratique du Congo et le fait que le corps des femmes était utilisé comme arme de guerre. Mais à la fin, on s'est rendu compte, et après beaucoup de conseils venant des uns des autres, qu'il y avait déjà beaucoup de documentaires, mais vu ce que nous vivons au quotidien, les réalités que nous vivons, nous ne pouvons pas ressortir dans un documentaire notre traumatisme. Nous ne pouvons pas ressortir ce que nous vivons au quotidien. Et nous nous sommes dit, OK, nous faisons un film. C'est comme ça que plus de 60 survivantes ont fait les textes. En fait, les scénarios, c'est la vie de plusieurs survivantes. Quand on vit en RDC et qu'on voit ces films, on se retrouve directement dans ces films parce qu'ils prennent les réalités de plusieurs survivantes. Et c'est comme ça que nous avons eu l'honneur d'avoir ma chérie qui a accepté de réaliser les films. Et c'était vraiment une expérience exceptionnelle parce que c'est difficile de répondre ce qu'on a vécu de douloureux dans sa vie, jouer le même rôle que quand on a été violé il y a 10 ans, il y a 20 ans. Bien sûr que ces films, c'est pas vraiment, c'est juste l'échantillon de ce que nous vivons au quotidien. Mais ça montre quand même les réalités que nous vivons parce qu'il y a autre chose que nous ne pouvons pas faire passer devant la caméra parce que c'est vraiment atroce. Et ces films sont venus montrer l'échantillon de ce que nous, survivants de violences sexuelles, vivons au quotidien. Merci beaucoup, Tatiana. Ma chérie, comment vous aviez accueilli justement lorsqu'on vous a proposé de réaliser ce film? Comment vous avez accueilli ça? Parce que j'imagine que en tant que réalisatrice, en tant que Congolaise, en tant que femme, c'est un beau projet, mais surtout une énorme responsabilité et avec une énorme charge émotionnelle. Alors, comment vous avez réagi quand on vous a proposé de réaliser ce film? Alors, pour moi, déjà, c'était pas facile d'abord déjà pour moi déjà d'accepter ces projets parce que pour moi, pendant un moment, je m'étais rendu compte de tout ce qu'il y avait derrière, cette responsabilité qu'il y avait voilà, autour de ces projets. Et je me demandais si j'étais la personne appropriée ou si j'étais capable de les accompagner dans cette démarche. Je me rappelle même pendant un moment donné, j'étais pas sûre d'accepter tout de suite ces projets parce que c'est au-delà de faire un film en fait. Et je me demandais comment j'allais m'en sortir en faisant ces films, à être avec les femmes. C'était pas, je sais pas quoi dire en fait. C'était pas facile pour moi. Et il faut dire que c'est à partir du moment où je suis arrivée vraiment à Bukavu que vraiment j'ai pu mettre les mots sur et trouver des réponses tout de suite à mes questions parce que il s'agissait là d'un film qui n'était pas un film, donc c'était pas pour moi c'était pas pour moi très aisé de faire des choix artistiques alors que c'était loin d'être un film où je devais vraiment montrer mes prouesses en tant que réalisatrice, donc c'était pas facile. Je comprends. Rien que vous entendre, on sent que la charge émotionnelle est toujours présente le temps après. Alors, quel était votre rôle, Maud? Parce que je sais que vous avez déjà accompagné la réalisatrice Angèle Diabang lors du tournage du film L'homme qui réparait les femmes à Bukavu, à l'hôpital Panzi. Alors, quel a été votre rôle dans le cadre du tournage, en fait, et toute la préparation? Alors, le documentaire d'Angèle Diabang, c'est un homme pour sauver les femmes et ça a été, en fait, j'étais déjà chargée de communication pour le docteur quand elle est venue faire ce tournage et donc c'était vraiment un plaisir de pouvoir accompagner une femme qui venait d'un autre pays du continent et qui a pris des magnifiques images et j'ai vraiment apprécié particulièrement son documentaire. En fait, moi je m'occupe aussi de la communication du Mouvement national des survivantes de violences sexuelles en RDC. C'est vrai que je suis là depuis que le mouvement est né en 2017. Et donc, comme j'avais déjà cette expérience de réalisatrice et en tout cas de travail sur des films documentaires, j'ai dû plonger en fait dans ce monde de films de fiction que je connaissais pas,
et que dans lequel ma chérie en fait nous a tous plongés. Et du coup, je me suis retrouvée directrice de production sur le projet. Et c'est vrai que du coup, j'ai pu aussi expliquer certains codes à toute l'équipe technique. On a eu une équipe technique qui était absolument extraordinaire. C'était des jeunes, pour la plupart, ils avaient moins de 25 ans, qui viennent tous de Kinshasa, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une perception tout à fait erronée, c'est pas une sorte d'inconnu par rapport à ce qui se passe à l'Est. Les Quinois ne savent pas, les gens de la capitale ne se rendent pas compte de l'ampleur de la catastrophe qu'on vit à l'Est de notre pays. Et tant qu'on n'y met pas les pieds, on ne sait pas ce qui se passe, puisqu'il y a eu pendant de nombreuses années un vrai boycott médiatique pour éviter justement que les gens de la capitale ne soient au courant, ne prennent conscience et du coup peut-être ne se lèvent pour leurs compatriotes qui sont en train de souffrir à l'Est. Donc c'était très difficile pour toute cette équipe technique, c'était difficile pour ma chérie d'arriver sur place, rien que de lire le scénario qui avait été écrit par plus de 60 femmes du mouvement, c'était déjà très très fort et je comprends, je le ressens encore quand elle en parle maintenant, puisque c'est avec moi qu'il y a eu les premiers rendez-vous, etc., avec Tati, et c'est vrai que il y a eu tout un questionnement parce que c'est plongé dans un univers finalement qu'on ne connaît pas, c'est notre pays, mais tous ces jeunes-là ne connaissaient pas cet univers et c'était vraiment, je crois que Tati est d'accord avec moi, c'est qu'on a eu vraiment cette équipe technique qui est venue, tout le directeur artistique, tout le preneur, l'ingé son, tous les assistants réalisateurs, etc. Jeunes, mais tellement motivés, tellement talentueux, ils sont directement mis au diapason en fait. C'était vraiment, je pense que c'était une expérience assez extraordinaire comme ça, ce tournage pendant 3 semaines et puis après ça a duré. Ça a continué avec la post-production pour qu'on puisse arriver au produit final. Et c'était assez incroyable le rôle que chacun a pu jouer. Et ouais. Effectivement, merci beaucoup. Alors, ce serait intéressant, je pense, parce que si vous nous dites qu'effectivement, déjà les gens à Kinshasa ne comprenaient pas vraiment, avaient une idée erronée de la situation, ce serait bien de mettre un petit peu un contexte géopolitique qui certainement a une influence. Gérard, vous avez une question à ce sujet, notamment. Gérard, vous voulez poser une question je voulais savoir si... Oui, vous m'entendez là? Vous m'entendez pas? Si, on vous entend. Oui, c'est bon. Si? Oui. Alors ma question c'est, est-ce que c'est une véritable, parce que il y a vous avez utilisé souvent l'expression le viol en tant qu'arme de guerre. Quelle est la stratégie derrière? Est-ce que c'est d'effrayer tellement les populations qu'elles quittent le territoire pour laisser la place à toutes les spéculations qui puissent arriver? Est-ce que c'est une stratégie délibérée ou c'est une violence incontrôlée? Tati, En fait, la stratégie aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui, c'est pour en fait décimer la population congolaise. C'est quelque part essayer d'effacer de cette terre la population congolaise. Parce que ça fait de cela plus de 25 ans que nous vivons ces atrocités. C'est détruire le tissu social de notre communauté. Parce que le Congolais, il a été longtemps la personne la plus merveilleuse de cette terre. Et aujourd'hui, c'est Congolais-là qui est détruit. Nous avons de mines, nous avons de l'or, nous avons tout ce qu'il y a comme minerais. Mais on essaie de nous sortir de force de ces minéraux en nous violant, en nous tuant, en massacrant en fait toute la communauté. Vous imaginez que c'est pas juste tuer avec l'arme, mais le fait de détruire la femme, qui est vraiment la personne la plus précieuse de la communauté. Vous imaginez qu'une femme soit violée devant son mari, devant ses enfants. On détruit cette communauté à la base. Et cette communauté ne pourra pas continuer parce qu'ils ont ces traumatismes avec lesquels ils vivent au quotidien. Et aujourd'hui, le Congolais, moi, je dirais que ça
le Congolais, il est devenu traumatisé parce que tout ce qu'il vit depuis 25 ans, personne n'en parle. On essaie de couvrir tout ça sur des guerres qui n'ont pas de nom. Et moi, je me dis que tout le monde est dans cette affaire-là, le multinational, tout le monde, les politiques congolais, ils sont dedans pour essayer de détruire la communauté et faire taire les personnes qui peuvent parler. Dédi, on t'entend pas? Oups, c'est moi qui n'ai pas mis mon micro. Merci beaucoup, Tatiana, pour ces précisions. Maud, vous travaillez avec le docteur Guérin. Donc, vous êtes au quotidien sur ces questions-là. Un film comme Sema, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut avoir, enfin, le film en tant qu'outil de sensibilisation et d'information, mais aussi le processus de tournage, parce que si je comprends bien, ma chérie a travaillé avec des propres femmes qui ont joué leur propre rôle souvent. Alors, selon vous, quel impact peut avoir ce genre de travail d'un point de vue psychologique, thérapeutique pour ces femmes et ces hommes? Je vais juste vous quitter parce que ma connexion est extrêmement mauvaise, mais nous sommes très heureux de passer le film et de contribuer un petit peu à faire connaître tout et à se joindre à tous les efforts que vous faites. Femmes d'efforts. Merci beaucoup, Gérard. Merci beaucoup. Alors, Maud, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu un film comme ça, dans le cadre de vos travails de guérison, de réparation de ces dames, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Alors, je pense que Tatiana est mieux placée que moi pour parler de l'impact que ça peut avoir. Ce que je voudrais dire par rapport au tournage du film, c'est que les femmes qui ont écrit ce film, à plus de 60, et c'était vraiment des ateliers d'écriture, c'était assez impressionnant, il y a eu plusieurs ateliers d'écriture. Et en fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est de se dire, tiens, on va pas faire un documentaire, donc on va faire une fiction, donc il faut des acteurs. Et directement, la plupart des membres du mouvement, des survivantes qui sont membres du mouvement, ont dit, mais moi, je vais jouer dans ce film, je vais prendre mon courage à deux mains. Et donc, on avait aussi, par exemple, une psychologue sur le tournage. C'était fort en émotion parce qu'en fait, c'était revivre certains traumatismes. Et donc, je crois que quand on a discuté avec Tatiana, avec les autres membres du mouvement, c'était important en tout cas que chaque personne puisse donner son avis dans la construction du film, dans la production du film. Et c'est vraiment, ce film est vraiment produit par le mouvement des survivantes. Il est vraiment écrit par des survivantes. Il est joué à plus de 90% par des survivants, des survivantes, mais aussi des enfants qui sont fruits du viol. Et je crois que ça envoie un message très fort aussi parce que moi, ce qui m'a frappé surtout, c'est le courage. C'est le courage extraordinaire de se dire, ok, ça c'est mon histoire, mais je vais quand même me mettre en scène, je vais revivre ce traumatisme d'une certaine façon. Et puis, vous savez comment ça se passe, des tournages de fiction, on recommence les scènes parfois plusieurs fois. Et je crois que ma chérie aussi pourra en témoigner, c'était très difficile. Merci beaucoup. Justement, ma chérie, cette expérience dont vous avez travaillé avec ces femmes qui ont joué leur propre rôle, comment vous avez abordé le tournage? Est-ce que comment vous avez abordé, parce que vous deviez avoir un travail de direction d'acteurs et d'actrices qui devait tenir compte justement de ces aspects que si les gens doivent jouer ce qu'ils ont vécu. Comment vous avez abordé ce tournage et est-ce que ça a changé votre manière justement de travailler en tant que réalisatrice? Il n'y a pas de son, ma chérie. Déjà. Ok, c'est bon, allez-y, c'est bon, on peut y aller, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon, vous pouvez y aller, c'est bon. C'est bon? Allô? Oh là là. Vas-y, ma chérie, on t'écoute.
Oui, comme je disais, c'était pas du tout facile déjà, voilà, de diriger les acteurs parce que à partir du moment où j'ai rencontré les femmes, j'ai entendu leurs histoires et d'ailleurs, je pense que pendant un certain moment, c'est elles qui m'ont donné la force parce que je ne savais pas quoi faire parce que j'avais mon côté à moi où je devais diriger les actrices et je pense qu'elles m'ont donné la force de faire ces films parce que j'ai vu en elles qu'elles avaient cette volonté, comme Maud a dit. Alors, on a un petit souci avec la connexion de ma chérie, mais on pourra reprendre par la suite. Mais alors, dites-moi, Tatiana, est-ce que vous voyez quand même si on peut parler de ça, des progrès, que ce soit dans la prise de conscience, que ce soit dans la visibilité? Est-ce qu'on peut parler du fait qu'il existe des progrès, parce que ça fait tellement d'années qu'on entend ce drame, ça fait tellement d'années qu'on voit votre travail, celui du docteur Denis Mukwege et d'autres. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe des progrès qui sont forcément pas suffisants, mais est-ce qu'il existe des progrès? En fait, en partant d'abord de ces films, en fait, quand on a fait ces films, c'était difficile, bien sûr, mais nous nous sommes rendus compte que quelque part, c'était une thérapie pour nous parce qu'on a pu sortir cette douleur, on a pu sortir cette colère qui était en nous. Et à un moment donné, on s'est dit, on l'a fait. Malgré que la société nous stigmatise, malgré que la communauté ne croit pas en nous, mais nous, on l'a fait. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui montre la fierté de cette femme qui a été longtemps stigmatisée, la fierté du docteur Mukwege en même temps, qui a aidé les femmes à s'élever et qui s'est dit, à la fin, ces femmes se sont mis debout, elles ont haussé leur voix. Ce film, c'est un film qui vient amener les gens à comprendre les réalités, à s'approprier au fait notre douleur, parce que si tout le monde essaye de porter notre douleur, elle ne sera pas aussi lourde que celle que nous vivons au quotidien. Et je pense qu'il y a un changement. Personnellement, je trouve qu'il y a de ces personnes qui ont envie de changer les choses. J'ai rencontré dernièrement la conseillère spéciale en matière de violence sexuelle, Madame Chantal Moulop, qui, en fait, ces débats, elle voudrait vraiment que les choses changent. Il faudrait que des gens comme ça, on les ait dans notre pays, qu'on les encourage à comprendre la situation. Bien sûr que beaucoup se disent que ce sont des réalités qui n'existent pas, parce qu'ils pensent que les viols, c'est pour certaines personnes et pas pour eux. Mais il faut qu'on sache que le viol ne choisit pas qui on peut être, parce qu'il vient à ce moment-là. Et surtout en RDC, comprenez que même si on est en Europe, à un moment donné, on va venir en RDC, on sera une cible. C'est que tout le monde doit se réunir pour que ces violences sexuelles cessent. Le changement, il est là. Il n'est pas grand, mais quand même, il est là. Du fait qu'on peut avoir des hommes qui arrivent à briser les silences et à dire qu'ils ont été survivants de violences sexuelles. Ça montre combien de fois c'est pas juste une affaire de femmes, c'est aussi une affaire de hommes. Et comme j'aime bien le dire, c'est l'humain qui est en danger. C'est l'humain qu'on veut détruire et il faudrait qu'on essaie de remettre cette conscience en nous et de voir comment mettre l'humain à l'avant, le respect et l'amour du prochain. Merci beaucoup. Maud, donc dans le cadre du festival, donc le festival est vu à travers le Canada et puis aussi en partie à travers le monde. Donc vous agissez, Maud, en tant que vous avez été directrice de production sur ce film, vous êtes chargée de communication, vous êtes auteur. Tatiana, vous êtes la coordinatrice nationale donc du mouvement national des survivants de violences sexuelles en RDC. Comment quelqu'un comme moi ou qui que ce soit d'autre à travers le monde peut être un allié? Voilà, qu'est-ce que je sais que par exemple il y a la fondation de Denis Mukwege avec laquelle vous travaillez et donc à travers laquelle le public peut aussi s'engager concrètement
là justement, là, on voit le site internet sur lequel il est possible de faire des dons, donc n'hésitez pas. Vraiment, c'est important. Donc voilà, voilà, les gens qui vont nous regarder là tout de suite là, une fois que cette discussion sera terminée, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens fassent? Alors, il y a plusieurs choses. Là, vous avez mis le lien de la Mukwege Foundation. Et la Mukwege Foundation, le docteur Mukwege a lancé cette fondation pour lutter contre le viol utilisé comme arme de guerre dans le monde entier. Donc, il y a plus de 20 pays qui sont représentés dans la Mukwege Foundation et qui luttent, en fait, qui doivent lutter contre le viol utilisé comme arme de guerre. Et donc, c'est vrai que la Mukwege Foundation, si vous décidez de faire une donation, ça va vraiment être assez global. Et ensuite, il y a la fondation Panzi. Et la fondation Panzi, elle se trouve vraiment à Bukavu, dans le quartier de Panzi, dans la ville de Bukavu. Et c'est là que le docteur travaille. Il a son hôpital juste à côté de la fondation Panzi. Et en fait, il a fondé cette fondation. Il a créé cette fondation en 2008 dans le but de pouvoir justement prendre en charge les victimes de violences sexuelles, les survivants de violences sexuelles, à travers plus de 50 projets. Donc, c'est des projets qui vont permettre une réinsertion socio-économique, qui vont permettre aussi d'avoir une aide juridique, tout ça gratuitement, une aide psychosociale aussi, une aide psychologique et évidemment une prise en charge médicale. Et donc, quand on parle de plus de 50 projets, ça veut dire que c'est la possibilité de donner, par exemple, dans les maisons de transit, comme la maison Dorcas. C'est la possibilité de donner, par exemple, comme dans un centre de récupération scolaire, comme à côté de la mine de Luinja, où il y a des enfants, en fait, qu'on sort des mines et puis qu'on scolarise et qui ont des résultats qui sont absolument extraordinaires, alors qu'ils étaient esclaves sexuels à seulement 8 ans, quelques mois auparavant. Vous voyez, c'est plus de 50 projets comme ça, où on apprend aux femmes des tas de métiers différents. On apprend aussi aux femmes à être des leaders dans la société, parce que finalement, c'est ça le souhait du docteur Mukwege, c'est bien entendu d'arrêter le viol, et justement pour ça, c'est qu'il y ait un vrai leadership qui vienne de la femme dans les communautés. Qui puisse prendre des décisions, qui puisse dire stop, qui puisse sensibiliser, qui puisse apprendre en fait aux gens que déjà à la communauté, mais aussi au monde. Quand je vois une femme, une héroïne extraordinaire comme Tatiana qui est avec nous aujourd'hui, Tatiana, elle porte la voix de combien de 100 voix. C'est absolument incroyable, et d'ailleurs je profite de l'occasion pour te remercier pour cette chance que j'ai de pouvoir travailler avec quelqu'un comme toi, Tati. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que des films comme Sema sont vraiment importants. Ils montrent la réalité de ce que les femmes, de ce que la société congolaise est en train de vivre à l'Est. Et dans d'autres provinces d'ailleurs, puisque aujourd'hui on voit le viol utilisé comme arme de guerre dans les conflits, etc., dans la province du Kasaï, en Ituri, au Tanganyika, etc., Sud Kivu, Nord Kivu, bien sûr. Et je crois que il y a une chose qu'on a compris, et si les gens veulent s'investir dedans, il faudrait aussi qu'ils puissent comprendre l'histoire, parce qu'il y a des narratives un petit peu, je vais dire, mensongères ou cachées pour l'instant à travers ce qu'on vit au niveau de la géostratégie, de la politique, etc. Et c'est très important pour les gens de pouvoir se renseigner, et de se renseigner avec des bonnes sources, de vraiment faire des recherches. Je crois que c'est ce qui pourrait finalement le mieux nous aider, parce que on a compris une chose, c'est que pour pouvoir avoir une vraie paix, quelque chose de périn, il faut absolument qu'on lutte contre l'impunité. Et pour lutter contre l'impunité, il faut qu'on demande justice, il faut que les auteurs soient traduits en justice. Parce que quand les gens ne sont pas inquiétés pour les crimes qu'ils commettent, ce qui arrive simplement, c'est qu'ils se permettent de recommencer, de continuer à commanditer des meurtres, etc. Et c'est vrai que c'est le cheval de bataille aujourd'hui du docteur Mukwege, et c'est le cheval de bataille de toutes les survivantes aujourd'hui qui ont très bien compris le contexte, qui savent très bien qui sont les auteurs des viols, etc., et qui ont compris pourquoi est-ce que ce viol est utilisé comme arme de guerre. C'est pour le pillage des minerais, comme le disait Tatiana tout à l'heure, c'est pour supprimer une partie de la population de la carte. Et ça a un nom très précis. Il y a des rapports qui sont extrêmement sérieux, qui sont très étayés, des enquêtes qui ont duré plusieurs années. Il y a un rapport qui est particulièrement connu, celui du rapport Mapping, qui en plus de ça subit une campagne négationniste qui est absolument honteux et qu'on ressent avec beaucoup de souffrance, nous, en tant que Congolais. C'est un rapport qui est vraiment pointilleux, qui a été fait pendant plus d'1 an avec des milliers de personnes interrogées, et ce rapport permettrait en tout cas d'ouvrir, de lancer
des mécanismes, une juridiction spéciale pour juger les crimes du Congo. Et c'est quelque chose qui est primordial. C'est quelque chose pour lequel on essaye de se battre. Et il faudrait vraiment... Parce que je pense que c'est vrai que quand vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, etc., les donations, c'est important parce que l'hôpital, la Fondation Panzi, elle vit uniquement sur les dons. Vous voyez, on reçoit plus de 3000 femmes par an, 3000 survivantes de violences sexuelles et leurs bénéficiaires, ça touche par an plus de 16 000 personnes. Vous voyez, toutes ces personnes qui sont prises en charge gratuitement, elles doivent bien, c'est vrai qu'on doit bien trouver les fonds quelque part. Mais il y a aussi toute cette énergie, toute cette implication de chaque personne par des posts, par une prise de conscience réelle, vous voyez, où les gens comprennent vraiment ce que nous on est en train de vivre. Il faut essayer de se dire qu'il y a effectivement des velléités tribales, etc., dans la zone qui font le chaos, mais ces velléités tribales, elles sont complètement, orchestrées, organisées, financées pour semer le chaos. Et au final, on se pose la question, qui sont les chefs d'orchestre derrière tout ça? L'implication de toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui viennent d'Occident, les gouvernements occidentaux, les multinationales qui sont impliquées dans les minerais, il y en a beaucoup au Canada, énormément. Il y a plusieurs livres très intéressants qui sont sortis là-dessus où on liste justement toutes ces compagnies qui sont impliquées là-dedans. Mais on parle de la France, on parle de la Belgique, on parle de la Grande-Bretagne, d'Israël, etc. Tous ces États-là ont une grande responsabilité. Si les habitants de ces pays-là, puisque on vise bien ici les vrais commanditaires, on ne parle pas de la population, la population devrait demander des comptes à ces gouvernements. D'où viennent nos portables? Comment sont-ils fabriqués, etc. Quand vous voyez un village qui est attaqué, on parle ici et il faut utiliser les bons termes parce que on a des définitions pour chaque chose. Il y a des actes de génocide qui sont perpétrés en République démocratique du Congo depuis 25 ans. Il y a des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Il faut appeler un chat et je crois que c'est vraiment très important que chacun puisse s'approprier de cette histoire-là et qu'on sorte de certaines narratives mensongères qui sont simplement faites pour essayer de disculper les commanditaires de ce qui est en train de se passer. Il faut vraiment que chaque personne puisse essayer de s'impliquer, de demander des comptes parce que en réalité, quand on voit toutes ces milices rebelles qui ont des armes lourdes, ça vient bien d'un financement. C'est pas avec la précarité de la plupart des hommes qui font partie de ces milices-là qu'ils ont pu se payer toutes ces armes et toute cette logistique. Vous voyez? Donc cet argent vient d'où? D'autant plus que quand on a un village qui est attaqué, par exemple, vous allez revenir quelques temps plus tard. Évidemment, la population a fui, puis c'est ce qu'on a voulu faire. On a voulu détruire complètement les familles, la communauté. On a fait fuir les gens. Et puis, vous revenez, vous voyez une mine artisanale. Ça nous donne un bon indice des raisons pour lesquelles on est en train de décimer la population congolaise. De décimer plusieurs populations d'ailleurs différentes sur le sol congolais. Ce sont des massacres qui durent depuis 25 ans, qui touchent différentes communautés et c'est très important de le souligner. C'est important que les gens puissent se renseigner, se documenter. Je crois que c'est la meilleure chose en fait que les gens puissent faire aujourd'hui. Tous les gens qui nous regardent, le public, documentez-vous, sortez aussi des sentiers battus parce que malheureusement, il y a énormément de médias qui sont financés justement par ces grandes multinationales qui ont tous leurs intérêts sur le sol congolais. Et donc, il faut faire très attention. Je crois qu'il faut savoir prendre du recul, il faut savoir parfois lire entre les lignes aussi. Et je crois que quand vous avez l'opportunité, comme aujourd'hui, par exemple, de pouvoir échanger avec des témoins oculaires, avec des personnes qui ont vécu ça dans leur propre chair, ce sont les personnes les mieux placées pour vous raconter la réalité de ce qui se passe sur le terrain congolais. Excellent. Mais écoutez, moi, c'est toujours aussi profond et j'espère vraiment que ça va créer quelque chose dans des réflexes ici au Canada et à travers le monde. Alors, on arrive à la fin, on pourrait en parler encore longtemps. On encourage vraiment tout le monde donc, à continuer justement à s'informer. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook du mouvement des survivantes de la RDC. Donc, ça, c'est la page Facebook. Vous pouvez aller faire un tour donc, sur le site de la Mukwege Foundation et de la Fondation Panzi. Et voilà. Donc, j'aurais voulu quitter sur une
sur une note plus légère. Alors, j'aurais voulu savoir, pas pour minimiser l'importance du sujet, mais pour se rappeler que c'est le grand sourire de Tatiana qui fait qu'on continue tous les jours à se voir. Je voulais savoir, donc dans le cadre du film SEMA, est-ce que vous pourriez nous partager un souvenir, une anecdote particulière de tournage, etc., des belles surprises, des belles rencontres, que ce soit en termes de jeu, voilà, est-ce que vous auriez, voilà, une ou deux anecdotes de tournage qui pourraient nous donner encore plus envie de voir ce film. Ma chérie, je ne sais pas si vous avez... Ma chérie, juste avant de vous laisser la parole, juste pour vous dire, moi, à mon petit niveau, je suis auteur et on a écrit à deux, en fait, Rachel Mwanza, la jeune actrice congolaise Rachel Mwanza et moi, on a écrit à deux mains donc, sa biographie. Et donc, on connaît son histoire, enfant des rues, qui a subi beaucoup de violences. Et au début, quand on faisait le travail d'écriture, c'est moi qui l'encadrais. Je dis, OK, bon, là, on va écrire ça, on va écrire ça, etc. Mais plus on rentrait dans l'histoire et plus elle me relatait, c'est elle qui devait m'encadrer parce que c'était très, très difficile. Elle me disait, bon, écoute, là, je vais te raconter quelque chose, là, que j'ai vécu à l'âge de 9 ans. Ma petite soeur avait 7 ans. Ça s'est passé comme ça. Donc, je te préviens. Donc, au début, et au fur et à mesure de l'écriture, il fallait qu'elle me soulève parce que c'était extrêmement difficile de faire ça. Donc, j'imagine bien la difficulté que vous avez rencontrée également à mon moindre niveau. Mais alors, voilà, justement, alors, on a encore 2 minutes. Est-ce que vous pouvez nous partager comme ça une anecdote de tournage du film SEMA qui nous a donné le sourire? Alors, on va commencer par Tatiana. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de moments de joie et de pleurs parce que c'était vraiment pas facile d'abord de revivre ça. C'était pas facile. Mais en même temps, je vous assure qu'au tout début, quand je vis débarquer l'équipe, je dis, ah, ils sont drôles, comment ils vont s'en sortir? C'était en fait une distraction. Et quand on a commencé le travail, je vous assure que je me suis dit, les Congos a des talents. Et tout le jour, ces personnes, en fait, à tout moment, je me sentais à l'aise avec eux. C'était comme si j'étais dans une famille et des fois, mes larmes ne coulaient plus parce que je me disais, on va y arriver. Quelque chose m'avait vraiment frappé dans ces films. On a une petite sœur, une amie, qui depuis un moment ne voulait pas vraiment briser le silence, ne voulait pas parler de ce qui lui était arrivé. Et ça faisait de moi qu'on lui demandait, est-ce que tu peux jouer ce rôle? Elle se disait, non, je ne veux pas y arriver, je ne veux pas aller devant la caméra. Je ne sais pas si c'est ma chérie qui avait fait l'effet ou quoi. Et heureusement, quand on faisait les répétitions, elle s'est dit, je vais le faire. Wow. Et elle a joué un rôle qui parle vraiment, réellement de sa vie. Elle était là à se dire, j'y suis arrivée. Et à la fin, c'est elle, en fait, qui nous donnait plus de force et de courage. Et c'est pourquoi, à tout moment, je me dis que c'était une grande thérapie pour nous toutes. Excellent, excellent, excellent. Ma chérie, une anecdote de tournage? Je crois que c'est le même exemple. Hein. C'est le même exemple parce que ça a été très touchant pour moi aussi d'apprendre que cette actrice, enfin, pour moi aujourd'hui, c'est devenu une actrice parce que au départ, elle ne voulait pas du tout. C'est quelqu'un vraiment, rien qu'à la voir, on sentait que on peut pas l'approcher, c'est mort. Et j'ai dit à Maud, c'est elle que je veux. Et puis, elle m'a demandé, pourquoi c'est moi que tu me veux? Moi, j'ai dit, parce que je sens que c'est toi, il n'y a personne qui puisse faire ça. Et après, pour moi, déjà, la voir sur scène, c'était très compliqué parce que j'avais l'impression qu'à chaque fois, ça me mettait beaucoup de pression. Mais au contraire, c'est elle qui m'a rassurée, c'est elle qui me disait qu'elle allait le faire et tout. Et il y avait beaucoup de sourires. Donc, chaque jour de tournage, je peux dire que c'est... En même temps, c'était dur, mais c'est la première fois pour moi dans un tournage. Chaque jour, quand je me réveillais, je sortais toujours la dernière parce que tout le monde
avait fait ce qu'il y avait à faire et je venais en mode relaxé, mais vraiment, parce que tout le monde s'est rassuré, on dirait que tout le monde avait l'impression de savoir qu'elle a beaucoup de pression, qu'on fasse ce qu'on a à faire pour le mettre dans des bonnes conditions. Et je ne pouvais pas m'attendre de ça, des victimes. Je me disais, c'est elle qui... Et c'était vraiment formidable. C'était vraiment une Et vous aviez une directrice de prod qui était une enfer, j'imagine aussi. Ma chérie, alors on va terminer avec vous. Ma chérie, vous avez des projets de réalisation? Vous êtes en écriture? On sait que la Covid a arrêté pas mal de tournages, mais est-ce que vous avez des projets que vous pouvez nous partager? Ma chérie, vous entendez? S'il faut la voir dans toutes mes productions, je l'aurai, Maud. Ok. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie énormément. J'espère que, désolé pour ces petits soucis techniques, mais c'est les aléas du coltan. Je voulais quand même rajouter quelque chose par rapport aux anecdotes. Oui, s'il te plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, ma chérie. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ce qui, moi, m'a personnellement vraiment touchée, c'est vraiment quand on est arrivé vers la fin du tournage, on avait toute une partie qui se tournait à l'hôpital de Panzi, donc c'est-à-dire là où les femmes sont réparées tous les jours par le docteur Mukwege. Et en fait, toute l'équipe a rencontré le docteur du coup. Et c'est vrai que c'était un moment qui était très émouvant. On a senti aussi beaucoup d'émotions chez lui parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment encourager en fait la jeunesse à faire les choses et de voir autant d'une jeunesse avec tellement de talent, les rencontrer comme ça et puis après ça voir le résultat du film. Je sais que c'était vraiment fort pour lui et je crois que toute l'équipe aussi a été. C'était un moment où on avait tous un peu des étoiles dans les yeux quand on arrivait à l'hôpital. Il y a des images de ça d'ailleurs dans le making of et je pense que pour tout le monde il y a vraiment un avant après cette aventure. C'était vraiment chargé en émotions. Et ma chérie, je ne sais pas si elle est en train de nous entendre, si elle a la voix ou quoi que ce soit, mais elle est en train de travailler sur son prochain film qui s'appelle Zaïria et qui va aussi être extrêmement fort. Excellent. On a hâte de voir ça et de recevoir en programmation au Festival Vue d'Afrique, une prochaine édition. Écoutez, je vous remercie énormément. Donc, j'invite tout le monde à aller sur la page Facebook du Mouvement national des survivantes de violences sexuelles. Allez taper sur Google et même sur YouTube, vous pouvez voir le making-of du tournage du film SEMA. Tatiana, vous êtes rayonnante avec votre sourire. Ça fait du bien lorsqu'on affronte ces sujets-là. Vraiment, vous êtes un rayon de soleil. Merci beaucoup. Maud, nous, on est ensemble. Comme disent les Ivoiriens, on est ensemble. Dans le cadre du festival. On se sait. Voilà, exactement. Donc, on vous dit à très, très bientôt et portez-vous bien. Merci. Bye bye, ma chérie. Bye bye, Tati.